L'inconscient collectif a tendance à avoir de gros préjugés sur la bourse. On dit d'elle qu'elle est risquée, que c'est compliqué d'investir, que ça prend du temps ou encore qu'il faut beaucoup d'argent pour que cela commence à devenir réellement intéressant. Et du coup, la majorité des gens ne s'intéressent même pas à ce domaine et ratent, je vous l'assure, l'opportunité de toute une vie. Toutefois, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous ne faites pas partie de la masse et que vous avez probablement compris l'importance d'investir votre argent. Vous souhaitez donc peut-être placer une partie de vos économies en bourse, mais voilà, vous n'y connaissez pas grand-chose. Eh bien vous savez quoi? Vous êtes au bon endroit, car après ces 10 minutes de vidéo, vous aurez une bonne idée générale de la façon dont tout cela fonctionne. Je vous ai réellement concocté un condensé de toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer, et sincèrement, j'aurais gagné beaucoup de temps si moi-même j'avais pu voir cette vidéo à mes débuts. Hello les amis, salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube dédiée aux finances personnelles et à l'investissement. Avant que je rentre dans le vif du sujet, je vous invite tout d'abord à vous abonner pour qu'on crée tous ensemble une énorme communauté d'investisseurs. Ah oui, et petit like juste au-dessous de la vidéo pour aider la chaîne à prendre son envol. Ce petit coup de pub étant fait, ne perdons pas plus de temps et voyons ensemble tout ce qu'il y a à savoir pour débuter l'investissement en bourse. Déjà, avant toute chose, il est important de définir ce qu'est la bourse et comment elle fonctionne. La bourse, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une énorme place d'échange. Historiquement, c'était vraiment un lieu physique où se rendaient des gens pour y acheter ou vendre toutes sortes de choses. Une sorte de Le Bon Coin. Pour être précis, en fait, il existe plusieurs bourses, plusieurs places d'échange. On peut citer notamment les plus connus comme le NYSE, le New York Stock Exchange, qui est la bourse de New York, le Nasdaq, une autre place boursière américaine, ou encore Euronext, la principale place boursière de la zone euro basée à Paris. Bien sûr, de nos jours, plus question de se déplacer comme si on allait au marché. Tout se passe de manière virtuelle. Et c'est ça qui en fait un univers accessible à tous. Pour se connecter aux différentes places boursières, il faut passer par un intermédiaire, un courtier. C'est un agent qui met en relation les investisseurs avec ces places boursières et qui gère les transactions. Pour désigner ces courtiers, on utilise souvent le terme anglais broker. Il en existe plein, mais les plus courants sont Interactive Brokers, DeGiro, Trading 212, Boursorama, Trade Republic, eToro ou encore Bourse Direct. Pour investir son argent, il faut ouvrir un compte sur l'un de ces brokers et y déposer son argent. Une fois que cela est fait, on est prêt à acheter toutes sortes de choses. Mais alors, c'est bien beau de pouvoir acheter plein de choses, mais quelles sont les différentes catégories de produits financiers que nous pouvons acheter? Premièrement, il y a les actions. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'une entreprise a besoin de financement pour développer son activité par exemple, elle peut rechercher des fonds de plusieurs manières. Une d'elles, c'est en vendant une partie de sa propriété à des actionnaires pour récolter de l'argent via des actions qu'elle va émettre. Une action, c'est un titre de propriété d'une entreprise. Si vous imaginez un camembert qui représenterait les 100% de la propriété d'une entreprise, une action, c'est l'une de ses parts. Lorsque vous achetez une action d'Apple, vous devenez réellement propriétaire de l'entreprise. La marque Apple est un petit peu à vous. Alors dans les faits, c'est vraiment une petite partie infime, puisque pour l'exemple de Apple, son titre de propriété est divisé en 16,7 milliards d'actions au moment où je tourne cette vidéo. La deuxième méthode dont dispose une entreprise pour financer sa croissance, c'est en demandant qu'on lui prête de l'argent, tout simplement. Pour cela, l'entreprise va émettre un contrat qui la lie à l'investisseur. Si vous prêtez 100 € à l'entreprise, elle vous donne en échange ce contrat, cette obligation de vous rembourser à terme. Les obligations sont donc un autre produit financier que vous pouvez retrouver en bourse. Vous n'êtes, à la différence des actions, pas propriétaire de l'entreprise, mais vous êtes un de ses créanciers et l'entreprise vous doit de l'argent. Sachez qu'il existe également des obligations d'État où là, vous prêtez de l'argent à un État plutôt qu'à une entreprise. En bourse, vous pouvez également acheter des matières premières comme du pétrole, de l'or, de l'argent, du blé. Alors là, je ne pense pas que j'ai besoin de vous faire un dessin. Acheter de l'or en bourse, c'est en quelque sorte comme si vous achetez de l'or physique et que vous le détenez chez vous. Alors bien sûr, il y a quelques différences notables, mais on va s'en tenir là pour cette vidéo d'introduction. Vous pouvez également passer des ordres d'achat ou de vente sur des devises. Quand on parle du marché des devises, on parle du Forex pour Foreign Exchange. Acheter des dollars américains avec des euros ou des livres sterling avec des francs suisses,
etc. et jouer sur le taux de change pour faire des plus-values. Puis, il existe une multitude d'autres produits financiers plus compliqués, tels que les ETF, les options, les futurs, les CFD, etc. Mais là, on part dans des trucs un peu plus compliqués et on va pas aborder ça maintenant. Tenez-vous-en aux actions et aux obligations pour le début, c'est le plus important. Alors maintenant qu'on sait ce qu'on va pouvoir acheter sur les places boursières, comment est-ce qu'on va pouvoir gagner de l'argent en bourse? Il existe principalement deux manières de gagner de l'argent, la plus-value et le rendement. La plus-value, c'est le fait d'acheter une action 100 € et de la revendre quelques temps après 110 €. Pas besoin d'être mathématicien pour voir qu'on aura alors gagné 10 € lors de l'opération. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est ça la bourse. Et c'est la manière la plus connue de faire des bénéfices. La deuxième manière de gagner de l'argent, c'est via le rendement. Il peut être généré au travers de dividendes ou d'intérêts. Alors là, une petite explication s'impose. Lorsqu'une entreprise fait des bénéfices, elle choisit, selon sa politique d'entreprise, d'en reverser une petite partie aux actionnaires, par exemple la moitié, pour les remercier de leur investissement et de la confiance qu'ils accordent à l'entreprise. Ces bénéfices reversés sont divisés entre chaque action et l'actionnaire touche donc une petite partie de ces bénéfices au travers de l'action qu'il détient. C'est le dividende. Souvent, le dividende se situe entre 1 et 6% du prix de l'action. C'est le plus courant. Cela veut dire que pour une action qui vaut 100 €, vous toucherez par exemple 5 € chaque fois que l'entreprise verse son dividende, et cela aussi longtemps que vous détenez l'action. Souvent, les entreprises versent leurs dividendes chaque année ou chaque trimestre. D'autres, parfois, le versent de manière mensuelle. L'autre manière de faire du rendement, je vous l'ai dit, c'est via les intérêts. Ils sont générés par une obligation aussi longtemps que vous la détenez. C'est le même principe que lorsque vous payez des intérêts sur votre carte de crédit, sauf que là, c'est l'inverse. C'est vous le créancier et l'entreprise ou l'État vous verse des intérêts récurrents pour l'argent qu'elle vous doit. Donc on l'a dit, et vous l'aurez souvent remarqué, en bourse, le prix des produits financiers varie. Mais alors, pourquoi est-ce que le prix monte ou descend au fil du temps? Alors là, rien de plus simple. Il s'agit de la loi de l'offre et de la demande qui est vraiment une loi universelle en finance. Comme le nombre d'actions d'une entreprise en circulation est défini, si l'entreprise a la cote et que beaucoup d'investisseurs souhaitent acheter des parts, mais que peu de monde souhaite vendre, le prix monte par effet de rareté. C'est une sorte d'enchère. Plus il y a de monde intéressé, plus les investisseurs qui souhaitent vendre l'action peuvent se permettre de la vendre cher en quelque sorte. Et à l'inverse, si beaucoup d'investisseurs souhaitent se séparer de leurs parts, mais que peu d'investisseurs sont prêts à les reprendre, le prix chute, puisque les vendeurs doivent brader les prix en quelque sorte pour réaliser la vente. Alors bien sûr, tout cela se fait totalement automatiquement et quasiment en temps réel, et les marchés sont régulés. Lorsque les marchés financiers sont en difficulté, lors d'une crise par exemple, nous voyons souvent des articles très effrayants paraître sur le net. La plupart des gros titres mentionnent des choses comme le fait que telle ou telle société a perdu par exemple 30 ou 40% de sa valeur. Mais que se passe-t-il réellement pour les entreprises à ce moment-là? Perdent-elles vraiment de l'argent? La question mérite d'être posée puisqu'à la base, rappelons-le, les entreprises ont émis des actions ou des obligations pour obtenir un financement. Les sociétés cotées en bourse ont donc bel et bien reçu de l'argent en échange de ces actions. Et si le cours chute alors, ou grimpe, cela change-t-il quelque chose pour l'entreprise? Eh bien non, car il y a un détail primordial dont je ne vous ai pas encore fait part. Les investisseurs, comme vous et moi, investissons sur ce qu'on appelle le marché secondaire, le marché de l'occasion en quelque sorte. Faisons un rapide parallèle avec l'industrie de l'automobile, pour que vous compreniez le concept. Lorsqu'une voiture sort d'usine, elle va être vendue et c'est à ce moment-là seulement que la marque va gagner de l'argent. Ensuite, la voiture peut être échangée autant de fois que voulu sur le marché de l'occasion, elle peut perdre de la valeur ou fortement en gagner, mais cela ne va pas directement impacter le constructeur qui lui a déjà obtenu son argent lors de la première vente. En bourse, c'est pareil. Lorsque nous échangeons des actions à un prix donné, cela se passe entre deux investisseurs seulement. Il y a seulement un acheteur qui voit une bonne affaire et un vendeur qui veut se débarrasser de son action. Exactement comme la vente d'une voiture d'occasion. C'est donc pour cette raison que le cours d'une action ne reflète jamais la valeur réelle de l'entreprise, même si c'est le but recherché. Certaines actions valent plus ou moins que ce qu'il faudrait qu'elles valent. Il arrive que certaines entreprises soient totalement surcotées par rapport à la valeur réelle ou à l'inverse, et c'est cela qui intéresse fortement les investisseurs, soit sous-évalué par rapport à ce qu'elles proposent. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix auquel s'échange une action ne reflète pas forcément la valeur réelle d'une entreprise et n'influe pas directement sur celle-ci. C'est simplement le prix auquel s'accordent les acheteurs et les vendeurs en fonction de leurs estimations. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai que l'entreprise n'est pas impactée par le cours de l'action, mais faisons simple et restons-en là. Maintenant que vous connaissez la base sur le fonctionnement de la bourse, intéressons-nous un peu plus aux différentes approches qu'il existe. En effet, de la même manière qu'il existe dans notre quotidien plusieurs façons de se déplacer, en voiture, en train,
train ou en vélo, il existe en bourse plusieurs stratégies avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Voici les deux stratégies de base les plus courantes. La première, c'est celle de gagner de l'argent via les plus-values qu'on va opérer sur un actif. C'est la stratégie de croissance. Toute la difficulté va être de détecter une action qui possède un fort potentiel dans le futur, de l'acheter et d'attendre qu'elle se développe pour la revendre, une fois que son cours aura explosé à la hausse par exemple. C'est typiquement ce qu'ont fait les acquéreurs de UPS lors de la crise du Covid-19 en mars 2020. Les investisseurs avaient flairé la bonne affaire en pensant très justement que l'entreprise de livraison se valoriserait fortement avec les différents confinements. C'est ce qui s'est passé. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle peut créer un fort retour sur investissement en quelques semaines seulement. L'inconvénient, c'est la difficulté à détecter les gros coups et le risque de placer ses billes sur le mauvais cheval. L'autre grande stratégie universelle en bourse, c'est celle basée sur le rendement. Alors à la différence de ce qu'on vient de voir précédemment, c'est qu'on va ici chercher à acquérir des actions solides qui ont fait leurs preuves et qui versent un dividende. Là en revanche, l'investisseur va chercher à conserver cette action pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies même. Alors l'avantage de cette stratégie, c'est le fait de ne pas avoir à se soucier du prix de l'actif sur le court terme. Moins de stress et pas besoin de regarder tous les jours les cours. C'est une stratégie plutôt passive. Une fois les recherches effectuées et l'action achetée, on la conserve et en quelque sorte on l'oublie. On parle souvent de buy and hold, acheter et conserver en anglais. Ce qui est génial, c'est que l'action nous rapportera à vie si on ne la revend pas des dividendes. Pour autant, bien sûr que l'entreprise continue à les verser. Et si l'entreprise croît au fil des années et s'apprécie, on peut également bénéficier du bonus de faire quelques plus-values intéressantes. Le désavantage de cette méthode, c'est son faible retour sur investissement à court terme. Là où on peut faire un gros coup en peu de temps et doubler notre investissement par exemple, voire plus avec une stratégie de croissance, on va généralement ici ne faire que entre 2 et 10% de rendement environ par année. Mais c'est moins risqué car en général l'investisseur s'appuie sur un passé solide de l'entreprise pour investir. Alors même si les performances passées d'une action ne définissent pas des performances futures, elles laissent présager de la direction que va prendre une entreprise. Ce qui est génial en plus avec cette stratégie, c'est qu'en réinvestissant les bénéfices générés par les dividendes, on appelle cela créer des intérêts composés, on aura la capacité de faire quelque chose de démentiel. Mais ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo qui s'affichera tout bientôt ici. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas la rater, je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cette stratégie, c'est celle que j'utilise personnellement. Maintenant qu'on a vu quelles sont les grandes stratégies principales qui existent en bourse, il est légitime de se poser quelques questions sur les risques que peuvent occasionner les marchés financiers. D'ailleurs, le fait que la bourse soit risquée est une des plus grosses idées reçues du grand public. J'en parle dans cette vidéo d'ailleurs, je vous la mets aussi en haut de la vidéo ou dans la description. Tous ceux qui n'y connaissent rien sont persuadés que c'est risqué et qu'un investisseur peut tout perdre en très peu de temps en faisant les mauvais choix. Et la réponse, c'est que c'est totalement vrai. Mais j'ai envie de dire, au même titre que si vous mettez le premier adolescent venu au volant d'une Formule 1, il aurait aussi beaucoup de chances d'avoir un accident. Conduire aussi c'est risqué, énormément même. Mais c'est pour ça qu'on se forme, qu'on s'entraîne, qu'on passe un permis, qu'on se perfectionne, pour qu'ensuite tout devienne plus facile sur la route. La bourse, sincèrement, c'est pareil. La bourse, ce n'est pas risqué, c'est les choix que nous faisons qui le sont. Et je vous garantis qu'une personne qui s'y connaît un minimum, qui a les bonnes stratégies, les bons outils et qui fait les bonnes analyses, réduit considérablement son risque de faire les mauvais choix et ainsi de voir ses maigres économies dilapidées. Bon, à ce stade, si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous avez sûrement envie d'en apprendre davantage sur ce domaine. Et bien ça tombe bien car j'ai préparé à l'avance plusieurs vidéos pour le lancement de cette chaîne YouTube. Parmi elles, il y a des vidéos sur ma manière de dénicher les bonnes actions à acheter, la présentation de ma stratégie d'investissement, une vidéo sur la magie des intérêts composés, une sur la raison pour laquelle un jeune étudiant de 18 ans a énormément plus de chances de devenir millionnaire qu'un cadre d'entreprise de 50 ans, et encore plein d'autres. Ça sortira au rythme d'une vidéo par semaine pour le début. Comme j'ai dit tout d'ailleurs au début de cette vidéo, si vous ne voulez pas manquer tout ça, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Enfin, pour conclure, sachez que j'ai volontairement omis plein de détails pour ne pas trop charger cette vidéo d'introduction dédiée au tout public. Mais j'ai encore énormément de choses à vous partager et j'espère que vous êtes autant enthousiaste que moi. Sachez que vous pouvez également cliquer un petit peu tout autour de moi pour voir les prochaines vidéos de la chaîne qui s'affichent. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!